Ce matin, Raymonde semble triste et pensive dans son fauteuil roulant. Absorbée dans ses pensées, elle s'est tournée de trois quarts vers la vallée, d'où monte doucement un léger voile de brouillard que le soleil ne tardera pas à gommer du paysage. Je m'approche, tire une chaise et m'assois à côté d'elle. Bonjour, Raymonde. Vous n'avez pas l'air de votre assiette ce matin. C'est madame Cortési, Charles. Elle nous a quittés en fin de nuit. Son mari est auprès d'elle. Je suis désolé pour Cortési que j'aime bien, vraiment. Il doit mourir au moins 2 personnes par mois dans la maison. Elles s'éteignent comme des petites bougies parmi les autres flammes vacillantes de leur entourage, avec discrétion. Elles sont venues là pour ça. Parfois, on voit un ou deux membres de la famille sortir de la chambre d'un défunt, l'air grave ou consterné, parfois même embarrassés comme s'ils n'étaient pas à leur place, gênés de troubler la sérénité du lieu. Souvent, des gens qu'on n'a jamais vus, qui se manifestent juste pour la fin. Quelle corvée, manquait plus que ça. En fait, j'ai remarqué que je prête attention aux nouveaux pensionnaires, mais moins souvent à ceux qui disparaissent. Je me demande comment s'y prend le personnel de l'EHPAD d'ailleurs. On ne s'aperçoit jamais de rien. Peut-être que les corps sont enlevés de nuit, ou à l'heure du déjeuner, lorsque les couloirs sont vides. Nous parlons de Cortési avec Raymonde, un type vraiment attachant. Priscilla passe, elle nous adresse un pauvre sourire. Ce matin, elle a les yeux un peu rouges. Ce serait pas un bon jour pour Botticelli. Un peu plus tard, Cortési apparaît comme un fantôme, une pauvre ombre en peine. Il marche avec hésitation, un peu hagard. Je me lève, le prends par les épaules pour une accolade de réconfort. Il se laisse aller. J'attrape une chaise pour lui, que j'installe entre Raymonde et moi, et nous restons silencieux, recueillis, respectant son chagrin. Vous savez, Charles, je suis malheureux, mais finalement, c'est mieux que la fin soit vite arrivée. Le cimetière de Haute-Rive est niché à flanc de colline, sur le versant sud. C'est la seconde fois que j'y viens depuis mon retour à Haute-Rive. Il fait beau et le long cortège suit le corbillard entre les tombes, les premiers dans un silence recueilli, parmi lesquels Myriam dans une robe magnifique de veuve noire, les suivants plus loquaces, au fur et à mesure qu'on recule dans la file. Je suis dans le groupe de tête, marchant doucement à côté de Priscilla qui tenait à être là. Je lui ai proposé de l'emmener en voiture et de la redéposer ensuite au Lys blanc. Ce sera sans doute ma seule occasion de passer un moment d'intimité avec elle. D'ordinaire, les soignants ne se déplacent pas aux obsèques de leurs patients. Paradoxalement, j'ai conscience que le souvenir de cette triste journée restera secrètement pour moi celui d'une promenade d'amoureux, mon ange, à mes côtés. Pendant que les types en noir des pompes funèbres descendent le cercueil dans le caveau, j'observe la foule autour de moi qui s'est rapprochée, enveloppant les tombes voisines dans son mouvement. Je suis surpris par l'importance du nombre. Tout à l'heure, la petite église était pleine comme un œuf, mais beaucoup sont repartis après la cérémonie religieuse. Il reste pourtant au moins 150 personnes. Tout le monde connaît les Cortési à Haute-Rive. Certains se mouchent discrètement. Je regarde Priscilla, ses beaux yeux brillent de larmes. Après la descente du cercueil dans le caveau, la foule s'éparpille et certains se rassemblent par petits groupes pour évoquer des souvenirs et probablement aussi des tas d'autres choses. Je vois Cortési en discussion avec 2 malabars en costume noir, des amis ou des parents siciliens sans doute, car ils tiennent tous les deux une de ses mains serrées dans la leur, comme s'ils voulaient lui manifester leur soutien inconditionnel. On dirait des Men in Black. La réplique d'un film sur la mafia me revient en mémoire. La loyauté est tout, la loyauté est la royauté. Il me voit du coin de l'œil et me fait un petit signe amical de la tête. Je sais qu'il m'est reconnaissant d'être venu. Il me l'a témoigné sincèrement à la sortie de l'église, lorsque je lui ai présenté mes condoléances, et je suis certainement l'un de ceux qui aura assisté de plus près aux dernières semaines de sa femme. Curieux comme nous sommes devenus intimes. Il continue à parler,
et les deux mecs tournent la tête vers moi l'espace d'une ou deux secondes, sans lâcher les mains de courtoisie. Je leur fais à mon tour un petit signe embarrassé, et je détourne le regard. Je déteste me trouver ostensiblement le sujet d'une conversation, sans savoir qui parle de moi et de quoi. Je suis dans ma chambre et je rumine. Au fond, je ne sais pas encore bien ce que je suis venu faire ici. Démasquer les agresseurs de ma sœur, oui, bien sûr. Mais je ne me suis vraiment jamais posé la question de savoir comment j'allais gérer la situation si je les identifiais. Après ma première impulsion, à la lecture de l'article de Bénédicte Shapiro, j'ai avancé, passant d'une étape à l'autre, comme poussé par une force extérieure, la tête dans le guidon, sans réel autre objectif que celui de voir ces types. D'un côté, je n'y croyais qu'à moitié. C'est évidemment pour ça que j'ai conservé mon appartement à la Seine, car au fond de moi, je dois savoir qu'une fois ma quête terminée, avec ou sans succès, j'aurai toutes les raisons de revenir au bercail. D'un autre côté, je suis tellement surpris que mon enquête ait abouti que je me trouve comme une poule qui a dégoté un couteau. À présent que j'ai identifié ces salopards avec une quasi-certitude, je ne sais toujours pas ce que je vais faire de leur carcasse. Leur faire mal, les inquiéter, les torturer psychologiquement, faire peser au-dessus de leur tête une menace insupportable dont j'ignore moi-même la teneur. Les idées les plus scabreuses font la ronde dans ma tête. Mais en regardant les choses en face, comme aurait pu le faire un tribunal, je n'ai pour le moment aucune certitude absolue sur ce que ces barbares ont pu faire subir à Madeleine. La seule chose dont je suis intimement persuadé, c'est qu'ils ont tondu son crâne ce 16 avril 1945 par bêtise, méchanceté, cruauté. Pourtant, malgré ce que j'ai appris au cours de mon enquête, et ce que je me rappelle du calvaire de Madeleine, malgré le silence coupable de mes parents, il m'est impossible de poser un verdict irrécusable de viol. En réalité, j'en veux plus. Il me faut des preuves plus substantielles, et mieux, des aveux. Remuer toute cette histoire m'a fait sortir la petite boîte à trésors de Madeleine du tiroir de mon bureau, et je joue distraitement avec le couvercle. Je presse un cliquet, et le coffret s'ouvre. Je connais son contenu par cœur. Je suis conscient qu'avoir conservé ces reliques dérisoires procède d'une attitude un peu morbide, mais je n'ai jamais eu le courage de m'en séparer. Cette médaille, Bobby, à présent, il me paraît impossible qu'il ne s'agisse pas du même Bobby. Personne ne pourrait croire à une telle coïncidence. Comment a-t-elle pu arriver dans cette boîte? Et cette mèche de cheveux, ceux de Madeleine? Non, ils sont tout noirs, et elle était rousse. Ceux de Robert Bonduel alors? Mais pourquoi aurait-elle conservé précieusement ce souvenir, si toutefois Bobby avait été son amoureux avant de la violenter? Je prends délicatement la mèche adroitement ligaturée par un fil de soie. Quelle douceur et quelle finesse! On dirait des cheveux de bébé. Pris d'une idée soudaine, je saisis les ciseaux dans le pot à crayon qui trône sur ma table de travail et je me coupe une petite mèche de cheveux. Je sors une loupe de mon tiroir. Je n'y connais rien en cheveux de bébé, mais comparé aux miens, ceux-ci sont vraiment très fins. Tout mon être se convulse dans un spasme acide. Une idée intolérable m'envahit et me tord le ventre. S'il y a eu un viol, un enfant aurait pu naître de ce viol. Une seule façon d'être sûr. Je glisse la mèche dans une enveloppe de papier et je dévale l'escalier jusqu'au rez-de-chaussée, je traverse le parking à grands pas et je m'engouffre dans la Rover. Je prends la route du village. Il n'est que 17h30, le salon de coiffure de la Grand-Rue est sans doute encore ouvert. Je me gare à la va-vite et je pousse la porte vitrée du salon pour femmes. Sous les casques chauffants, 4 ou 5 paires d'yeux se tournent vers moi et me fusillent. J'ai l'impression que je viens d'entrer par mégarde dans les toilettes des dames. Je me fais discret et je m'approche de la caisse, enfin un sourire bienveillant. Je sors la mèche de cheveux de son enveloppe. La personne est un peu surprise par ma question, mais me répond gentiment.
Son expertise est formelle. Bien sûr que ce sont des cheveux de bébé, des cheveux de nourrisson même. On ne peut pas se tromper. J'ai remarqué que des petites sommes disparaissent régulièrement de mon portefeuille. Un billet de 20 € par-ci, un billet de 10 par-là. La femme de ménage, qui fait ma chambre, est pleine de sollicitude et de zèle, mais je la soupçonne d'être à l'origine de ces petits larcins. C'est en partie de ma faute. Au prix où elle est payée, je peux comprendre que la tentation soit grande lorsque je m'absente quelques instants de la chambre en laissant derrière moi veste et portefeuille. Mais j'ai des principes. 2 semaines plus tôt, j'ai marqué un billet de 20 € que j'ai oublié volontairement dans la couverture d'un livre. Le piège vient de se refermer. Après le déjeuner, je rentre dans ma chambre et tiens, je surprends justement Fatima en train de fouiller dans mes tiroirs à chaussettes. La jeune femme ne se démonte pas, mais je lui demande calmement de me montrer le contenu de ses poches. Rougissante, elle s'exécute et je trouve mon billet. Elle s'attend certainement à une engueulade monstre, scandale, insulte, licenciement, couperet. Au lieu de cela, je reste silencieux. Je ferme la porte de la chambre. Ce dérapage ne regarde personne. Elle a les larmes aux yeux, elle mesure l'étendue de la catastrophe qui va lui tomber sur la tête. D'une petite voix désespérée, « S'il vous plaît, ne dites rien à la directrice, monsieur. Je perdrai mon emploi et je ne peux pas. J'ai besoin de mon salaire, j'ai besoin de cet argent. » La beurette se met à pleurer. Elle est prête à n'importe quoi pour garder sa place. Elle fait un geste pour ouvrir sa blouse. Dessous, elle ne porte qu'une brassière avec des grandes emmanchure. Elle fait un geste pour l'ôter. Je comprends son intention. Bon Dieu, elle a 30 ou 35 ans et j'en ai 73. Je l'arrête d'un geste et je lui rends le billet qu'il a planté. Finalement, je suis pas très fier de moi. Ça reste entre nous, Fatima. Mais ne recommencez pas. On est d'accord? Ahurie, elle prend mes mains et les baise, dans un élan de reconnaissance. Son sourire de soulagement vaut largement 20 €. J'ai réfléchi tout le week-end à cette mèche de cheveux, au possible bébé de Madeleine. J'ai encore très nettement en mémoire la plaque sur notre caveau de famille, famille Hermann, sans autre précision. Mais je suis certain qu'aucun bébé ne s'y trouve. Si j'étais trop jeune dans les années 45 pour me rappeler l'inhumation d'un nourrisson, j'étais adulte aux obsèques de ma mère, puis à celles de mon père, et je n'aurais pas manqué de remarquer la présence d'un petit cercueil. S'il existe une réponse, elle est au registre de l'état civil, à la mairie. J'empoche mon livret de famille, au cas où, et je file à l'hôtel de ville. Au guichet, je suis accueilli par une employée ravissante et empressée de me rendre service. Elle m'accompagne dans la salle des registres, m'explique la logique du classement et s'écarte discrètement en me laissant à mes recherches. Les registres sont énormes et sentent le vieux papier. Je passe directement à l'année 1946. Janvier, 9 mois après le 16 avril. Du doigt, je suis les lignes du haut en bas, calligraphiées à la plume, et je trouve. 13 janvier 1946, naissance de Adrien Hermann, fils de Madeleine Hermann et de père inconnu. 24 janvier 1946, décès du bébé. Le vertige me saisit. Vous vous sentez bien, monsieur? Oui, oui, merci. Mais les interrogations se précipitent. Alors, où est-il enterré? La réponse s'impose immédiatement. Dans le caveau maternel, bien sûr. Ma mère était née Céline. Je remercie chaleureusement la jeune femme et je retourne au cimetière. C'est le même gardien qu'à ma première visite. Il est en train de regarder un match de foot sur une petite télé portable. Il me dit où trouver le cadeau des Cellini. La tombe n'est guère éloignée de celle des Hermann. Je remonte l'allée et je localise la sépulture. Je suis étonné d'y trouver une jardinière de fleurs fraîches. Je me demande qui peut bien entretenir la tombe. La famille de ma mère? Des cousins éloignés?
mais je ne vois aucun détail sur la plaque de marbre blanc. Je retourne voir le gardien, toujours devant son match, et lui demande s'il peut me donner les noms des gens qui sont inhumés dans le caveau. Je sens que je l'agace, que je lui torpille sa demi-finale. J'insiste, je lui dis que je suis venu de loin. Il est méfiant au début, mais je lui montre mon livret de famille et ma carte d'identité. Il renacle encore un peu, mais finalement sort ses registres. Et oui, il y a bien un Adrien Hermann dans le caveau maternel. Il n'a jamais été déplacé pour rejoindre la tombe de Madeleine enterrée chez les Hermann. À la télé, on entend la foule hurler dans les tribunes. Je lui ai fait rater un but. Forcément, de nouvelles questions m'arrivent, comme des bulles nées de la vase crèvent la surface huileuse d'un étang. Accident, mort subite du nourrisson, tué 2 semaines après sa naissance par sa mère traumatisée, effroyable mystère. À présent, une nouvelle question me tourmente. Qui est le père abject? L'un des 3 survivants de la bande, ou l'un des 2 Cheyennes morts dont j'ai retrouvé la trace dans la presse locale? J'ai besoin de certitude, de précision. Cet après-midi, je suis passé au petit supermarché du village, j'ai acheté du chocolat et refait mon stock de bière. Et j'ai aussi pris un petit paquet de sachets de congélation. Pendant l'heure du déjeuner, j'attends que tout le monde soit installé dans la salle à manger. À présent, ils ont l'habitude de me voir souvent sauter les déjeuners, vu mes fréquentes balades à Toulon. J'oublie souvent de leur dire que je n'assisterai pas au repas, mais il y a un tel gâchis de nourriture qu'un convive de plus ou de moins ne change pas grand-chose à l'économie du système. Personne dans le couloir. J'en ai pour quelques secondes. Je vais jusqu'à la chambre de Lefiel, un dernier coup d'œil à la ronde, et je baisse la poignée de la porte. Comme je m'y attendais, elle n'est pas verrouillée. J'entre, ça pue un peu. La porte de la salle de bain est grande ouverte, et je repère tout de suite ce que je cherche. Je prélève quelques cheveux blancs sur les poils souples de la brosse, et je les glisse dans un sachet de congélation. En sortant de la chambre, j'aperçois tout au fond du couloir la porte de Bobby s'ouvrir sur une silhouette que je connais bien. C'est Fatima. Je fais un pas en arrière et referme en partie le battant. Je ne savais pas qu'elle faisait aussi le ménage chez lui. Inconsciemment, j'enregistre le jour, mardi. Dans l'entrebâillement, je la vois refermer à clé la seconde porte de Bonduel, puis la première, et longer le couloir en revenant vers moi, aspirateur, seau et chiffon à la main. Elle passe devant la chambre de Simon sans me voir et s'éloigne dans le second couloir. Je retourne dans ma chambre et j'inscris SL sur mon sachet à indice, au marqueur indélébile, avec la date d'aujourd'hui. Dans l'après-midi, je rejoins Raymonde dans la grande salle de vie. Depuis l'enterrement de Madame Cortési, on n'a plus revu son mari. Ça arrive qu'on ne revoie plus jamais les familles, me dit-elle. Mais parfois, certains reviennent faire un petit coucou, on tisse des liens tellement forts. Moi, j'attends 16 heures, le goûter. C'est l'heure où la salle est pleine. Priscilla passe avec son petit chariot à roulettes entre les chaises, distribue les biscuits, les gobelets de jus d'orange, les verres d'eau. Elle s'arrête près de nous. J'ai l'impression que son sourire est plus chaleureux pour moi depuis que je l'ai accompagnée à l'enterrement de Madame Cortési, mais je me fais sans doute des idées. À l'autre bout de la salle, je vois Armand Chanal, qu'une aide-soignante essaye de faire boire proprement dans un gobelet jetable. Une demi-heure plus tard, je salue Raymonde, que j'embrasse à présent comme une vieille amie, et j'annonce que je remonte dans ma chambre. Au passage, je subtilise le gobelet de Chanal en le renversant sur un crayon pour éviter de laisser mes propres traces d'ADN, comme j'ai vu le faire dans les films. Pour Bobby, ça va être plus difficile. J'ai manqué de réflexe l'autre jour en ne ramassant pas le mouchoir qu'il a abandonné dans le couloir. Mais je me rappelle ce que m'a confié Miss Chuchotti. Je referai le guet mardi prochain, peut-être que j'aurai de la chance. Il m'a fallu attendre quelques jours pour compléter ma collection. Cette fois, Bobby a laissé tomber son mouchoir glaireux sur le sol avant d'entrer dans la limousine.
J'attends qu'il se casse, lui, son infirmière et son chauffeur, et je ramasse son Kleenex du bout des ongles. Maintenant, le plus difficile reste à faire. Les 2 laboratoires que j'ai contactés à Toulon m'ont donné la même réponse. Sans autorisation juridique, je vais avoir du mal à faire pratiquer des tests ADN. En France, la législation est particulièrement stricte. Il faut l'autorisation des individus concernés, ce qui exclut la possibilité d'effectuer des tests sur une personne décédée. L'article 6.11 alinéa 5 du Code civil est formel. Sauf accord express de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreinte génétique ne peut être réalisée après sa mort. Je vais devoir passer par la bande. Et la bande, je crois savoir où la trouver. C'est un gros risque, mais j'ai pas les moyens de faire autrement. Raymonde. Ces dernières semaines, Charles m'a semblé très actif pour un pensionnaire des Lys Blancs. Je l'ai vu utiliser sa voiture plusieurs fois, il manque beaucoup de déjeuner, vient rarement nous retrouver au premier étage. Je me demande ce qu'il peut bien fabriquer. Quant à Cortésie, il n'est plus repassé depuis la mort de sa femme. Leur conversation me manque, heureusement j'ai mes bouquins. En ce début d'après-midi, la température est particulièrement douce et la chaleur du soleil réconforte mes vieux os. De nombreux résidents ont profité de cet élan printanier pour s'installer à l'extérieur, dans la partie du parc exposée au sud. Certains s'affairent dans le petit potager sur pilotis que l'animatrice a arrangé à hauteur d'homme pour que les plus terriens d'entre nous puissent jouer au jardinier. D'autres somnolent entre ombre et soleil. Je me suis installée juste à la limite de la terrasse ombragée, là où je peux encore faire rouler ma chaise sans difficulté sur le béton lisse. Je porte un élégant chapeau de paille qui pourrait presque me donner l'air d'une habituée des courses hippiques. Je vois Charles apparaître sous le porche. Il semble chercher quelqu'un. Je crois bien que c'est moi. Je lui fais un signe auquel il répond par un franc sourire et il se dirige vers moi d'un pas décidé. Il porte un polo à manches courtes et un pull jeté sur les épaules. Je lui trouve des airs de Clint Eastwood. Je suis une nouvelle fois frappée par la jeunesse de son apparence, et la vieille bourrique que je suis ne peut toujours pas croire qu'il est venu s'enterrer ici sans poursuivre un objectif précis. Il va chercher une chaise de jardin qu'il soulève d'une seule main par le dossier et s'assoit à côté de moi. Je lui demande ce qu'il faisait tout ce temps. Il m'embrouille un peu en me disant qu'il avait des choses à voir à la mairie du village, des histoires de famille. Et là, il me parle de mes anciens amis flics. Il a un immense service à me demander. Il voudrait faire des tests ADN. Pour les mêmes histoires de famille, justement. Il n'est pas très précis et je n'ose pas le presser de questions. Mais j'aimerais bien lui rendre service. Je lui dis que je vais essayer. Je connais encore un ancien de la criminelle à qui j'ai rendu quelques services quand je tenais mon café-bar. Nous avons tous un casier pour le courrier personnel. Il est installé à disposition au rez-de-chaussée, près du bureau de Miss Chuchotti. Ce n'est pas très discret, mais c'est pratique. Beaucoup oublient de relever leur courrier, et j'ai déjà vu des enveloppes estampillées avec le logo de l'administration française dormir là-dedans pendant des semaines. Des avis d'imposition sans doute. Les pénalités de retard doivent battre des records dans les maisons de retraite. C'est là qu'on voit à quel point les jeunes abandonnent leurs aînés. C'est écœurant. Ce matin, je relève le mien, plus impatient que jamais. Cela fait déjà une dizaine de jours que j'ai posté mes échantillons d'ADN pour le pote de Raymonde, le gobelet, le mouchoir, les cheveux prélevés dans la chambre de Simon et ceux du bébé. Au dernier moment, j'ai longuement hésité, parce que utiliser les services d'un ancien flic pour contourner la loi choque ma conscience d'honnête citoyen et d'ancien juriste. Mais, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas le choix. Dans mon casier, une enveloppe me cligne de l'œil. Adrénaline. J'extirpe le pli et je déchiffre le tampon. Ça vient de Paris.
Mon nom et l'adresse sont rédigés à la main d'une petite écriture nerveuse et étriquée. Je crois savoir ce que c'est. Je remonte dardard dans ma chambre. Je veux être tranquille pour ouvrir ça si c'est bien ce que je crois. Le cœur battant un peu plus fort, je glisse la pointe d'un coupe-papier sous le rebas de l'enveloppe. Ce sont mes résultats d'analyse, sans aucun mot d'accompagnement, plus anonyme tu meurs. Le rapport est en tête d'un labo du Nord. Ils ont comparé les échantillons et il n'y a plus de doute. Le père d'Adrien, le bébé de Madeleine, c'est Bobby. Vengeance. Maintenant, je sais ce que je suis venu faire au Lys Blanc. Régler mes comptes avec ces ordures, et Bobby en particulier. Il faut que je pénètre dans son antre. J'attends le jour du ménage. Toc toc, oui. Fatima entre, accrochée à ses ustensiles. Depuis que je l'ai coincé la main dans le sac et que je l'ai libérée comme un jeune lapin de Garenne pris au piège, elle me sert des sourires larges comme des soucoupes à café. Mais moi, j'ai des choses à lui demander. Si vous avez 2 minutes, Fatima, j'aimerais vous parler. Vous voulez vous asseoir quelques instants? On reportera le ménage à une autre fois. C'est moi qui vous le demande. Son sourire se fige, elle se referme comme une huître. Mais elle me craint, elle sait ce que je peux contre elle. Alors, elle s'assoit sur le lit, les genoux serrés, le dos bien droit. Voilà, je sais que vous faites aussi le ménage chez Monsieur Bonduel, au bout de l'autre couloir. J'aimerais bien que vous me disiez comment c'est chez lui. Beaucoup plus grand que cette pièce, n'est-ce pas? Elle se détend. C'est seulement une histoire de jalousie entre vieux contes résidents. Elle n'a rien à craindre, d'autant qu'on ne lui a jamais interdit de parler de ce qu'elle peut voir dans les chambres des pensionnaires. Oh oui, c'est beaucoup plus grand, monsieur Hermann. Il y a une chambre avec un lit médicalisé, mais plus large que le vôtre. Des prises pour l'oxygène et tout. Et puis, il y a une autre pièce, beaucoup plus grande, qui lui sert de bureau et de salon. Et c'est très bien meublé, très luxueux, moderne, comme à la télé. Des beaux tableaux, des jolis meubles, des trucs de riches. C'est comme un petit musée. Il y a une belle salle de bain aussi. Vous avez vu un ordinateur sur le bureau, comme celui-là? Je lui montre le Mac sur ma table. Oui, monsieur Hermann, je vois souvent monsieur Bonduel s'en servir quand il est là pendant que je fais le ménage. C'est quoi vos jours chez lui, Fatima? Le mardi et le vendredi. Vous comprenez, c'est grand, il faut passer 2 fois par semaine. Et il y a toujours quelqu'un avec vous lorsque vous faites le ménage? Elle hésite à répondre. Elle doit sentir que mes questions deviennent plus insidieuses, mais je la presse de répondre. Alors? Non, pas toujours. 2 fois par mois, le mardi, il n'y a personne dans l'appartement. J'en profite pour faire un grand ménage. Cela correspond à ce que m'a confié Miss Chuchotti, les dialyses rénales bimensuelles de Bobby. Et ce sera mardi prochain. J'ai vu qu'il y avait 2 portes à passer pour entrer chez lui. La deuxième est toujours fermée à clé, n'est-ce pas? Cette fois, elle s'agite sur le lit. Il faudrait que je termine mon ménage, monsieur Hermann. Je suis obligé de lui rappeler ce qu'elle me doit. Et elle cède. Oui, c'est une porte qui ferme avec une carte, comme dans les hôtels. On ne peut pas ouvrir avec un simple passe, vous comprenez? Je passe la prendre dans le bureau de madame la directrice, et je dois l'y rendre tout de suite après le ménage. Ah, je n'avais pas prévu un truc pareil. Je réfléchis à toute vitesse. Vous vous souvenez de la marque de la carte? HD quelque chose, je crois. Il y a un genre de dessin en forme de poing dessus. Elle dresse son poing fermé, façon Black Power. Merci, Fatima. Eh bien, on se reverra mardi prochain. Vous aurez la carte sur vous, n'est-ce pas? Elle baisse les yeux sans répondre, mais je sais qu'elle ne peut rien me refuser. J'ai vérifié sur le net. La marque de la serrure, avec un point dressé, je l'ai trouvée. C'est HD Security, un spécialiste réputé. Ensuite, j'ai consulté les pages blanches et j'ai trouvé le magasin du parfait petit agent secret à Toulon. Il semble disposer de toute la panoplie.
traceur GPS, montre et briquet caméra, micro directionnel et micro de téléphone, brouilleur, enregistreur. Je passe un coup de fil. Oui, bien sûr, nous avons ce que vous cherchez en magasin. Justement, il y a des promotions. Je ne demandais pas tant, mais je dis que je passerai le lendemain. La boutique est minuscule, perdue dans une petite rue. Un vrai bric-à-brac. Le type qui la tient semble sortir d'un mauvais polar, tête de fouine, œil perçant. Sur les étagères, j'aperçois toutes sortes de gadgets, mais aussi des pistolets d'alarme, des coups de poing américains, des couteaux à cran d'arrêt. Dans un coin, un support pivotant sur pied propose des lunettes noires. Je lui explique ce que je cherche, et il me sort une boîte cubique grande comme la moitié d'un carton à chaussures. Easy Open, programmateur de serrure d'hôtel à badge programmable. Vous m'en direz tant. Avec ça, il me dit, vous pouvez ouvrir n'importe quelle serrure à badge. Il déballe un petit boîtier en plastique noir et me montre une fente apparemment prévue pour recevoir une carte au format standard. La fouine m'explique comment ça fonctionne avec un logiciel de gestion sans mot de passe et un encodeur de cartes RFID. Ça sait gérer tous les systèmes. Vous branchez le câble USB sur votre ordi et vous renseignez la marque du fabricant. Le vôtre, c'est HD Security, d'après ce que vous me dites. Ils commercialisent en ligne leur gamme de serrures d'hôtel à badge. Suffit de trouver la référence, vous aurez quelques essais à faire. Quand vous serez sur la bonne référence, il n'y a plus qu'à introduire la carte, copier le code et dupliquer la carte en entrant le même code. J'ai l'impression que ce type a fait ça toute sa vie, et c'est probablement le cas. Ça me fait froid dans le dos. Fatima m'a laissé la carte de la serrure de Bobby pendant qu'elle fait le ménage chez lui. J'ai une demi-heure pour exécuter ma petite manipulation. Pas plus, promis. C'est bien une carte de marque HD Security. Je me suis procuré 3 exemplaires vierges du même style chez La Fouine. Ça devrait marcher. J'ai relevé les références des différents modèles de serrures proposés par HD Security. Je glisse la carte dans le lecteur et je les essaie une par une. Moins d'une minute plus tard, je tombe sur la bonne. En un clin d'œil, je déchiffre la carte, puis je fais une copie en espérant que ça va marcher. Le tout ne m'a pas pris plus de 10 minutes. La fouine a vraiment une gueule de rat, mais c'est un vrai professionnel. Lorsque Fatima revient dans ma chambre, je lui rends la carte. C'est notre secret, n'est-ce pas? À propos, le mois prochain, mardi, ce serait bien que vous soyez malade. Ce serait mieux pour tout le monde. J'ai crocheté facilement la première serrure avec un pass acheté chez La Fouine, et ma copie de carte a fonctionné aussi bien que l'original. Je suis rentré chez Bobby comme un vrai cambrioleur professionnel. 14h30. C'est l'heure de la sieste pour toute la maison. Même les aides-soignantes en profitent pour souffler un peu dans la salle de repos du personnel au premier étage. Je ne risque pas d'être dérangé, et Bobby et son infirmière ne rentreront pas avant 18h, après sa dialyse. Fatima ne m'a pas raconté de bobard. Au moins 110 mètres carrés à vue de nez. C'est meublé luxueusement, avec des meubles de salon modernes et des tableaux précieux. Ce fumier a bon goût et du fric. Une bibliothèque bourrée de bouquins occupe tout un pan de mur, et je vois aussi une petite armoire en bois blond, sans porte, contenant des dossiers classés dans des chemises cartonnées. Il suit encore ses affaires de près, on dirait. Je jette un coup d'œil à la salle de bain. Même ici, la décoration est recherchée. Forme du lavabo, couleur de la faïence, robinetterie. Je retourne dans le salon qu'il a aménagé avec un coin bureau. Table secrétaire de style empire, fauteuil en cuir noir pivotant, téléphone à touche, ordinateur. C'est un MacBook dernière génération comme le mien, mais avec un écran largement plus grand. Je l'ouvre et presse une touche. Rien ne se passe. Pas le genre de client à laisser son ordi en veille en son absence. Je ne peux pas lui en vouloir.
J'essaie d'ouvrir les tiroirs du secrétaire, tous cèdent à ma sollicitation. Dans l'un d'eux, je trouve 2 de mes petits Cheyennes en plastique. Je me marre. Dans un autre, je trouve un petit carnet à la couverture cartonnée, gribouillé d'une écriture de vieux avec des mots de passe dans tous les sens. Ça, c'est moins malin. Bobby doit avoir une mémoire de poisson rouge. Je fais des photos de toutes les pages avec mon smartphone et je le replace où je l'ai trouvé. Reste l'ordinateur. Il faut absolument que je regarde ce qu'il contient. Mon directeur de l'informatique m'avait dit que la plupart des gens utilisaient comme mot de passe leur date d'anniversaire, les prénoms de leurs enfants ou le nom de leur animal de compagnie. Vu le défaut de mémoire de Bobby, il a dû choisir quelque chose d'évident à retenir. Je connais sa date de naissance, je la tape dans un sens, puis dans l'autre, rien. J'essaie Haute-Rive, ABC Transport, avec espace et sans, en majuscule, en minuscule, rien. J'essaie de faire fonctionner mon imagination et je trouve des dizaines d'idées, mais aucune ne fonctionne. Je commence à désespérer. Et brusquement, j'ai un flash. Je tape Cheyenne. Rien. J'essaie au pluriel. Bingo. Le clong caractéristique de l'ouverture du Mac retentit et l'écran s'allume. Je parcours rapidement le contenu de l'espace document. Il y a une tapée de dossiers, dont certains semblent protégés par un mot de passe. Je consulte ma montre. Cela fait plus de 2 heures que je suis dans la pièce. Je n'ai plus vraiment le temps d'explorer le contenu du Mac, mais j'ai pris sur moi un petit disque dur externe en prévision. Je le connecte et lance la procédure de copie des fichiers. 12 minutes plus tard, je dispose d'une copie parfaite que je pourrais examiner à loisir. Je passe un coup de chiffon sur les touches et le couvercle, et je referme l'ordinateur. Même précaution avec les tiroirs du secrétaire. Je referme les 2 portes derrière moi, et je réintègre ma chambre en résistant à la tentation d'éclater de rire et d'exécuter un double salto arrière. Je sens que ma soirée va être longue et fructueuse. J'ai dîné rapidement en guettant le fiel du coin de l'œil, s'il savait. Puis je suis rentré dans ma chambre, j'ai fermé ma porte à clé et je me suis installé à ma table pour connecter le disque dur à mon ordinateur. J'ai ressaisi proprement tous les mots de passe de Bobby sur une feuille Excel. Je suis prêt pour la grande exploration. Il est 23 heures lorsque je lève le nez de mon écran. Je souffle un instant. La pêche est miraculeuse. Les mots de passe du carnet m'ont donné accès à tous les fichiers protégés. Je me suis régalé. Données comptables de BT Transport, bilan, compte d'exploitation, dossier juridique, historique des procès de l'entreprise, audits de contrôles fiscaux. Ce type et son fils savent naviguer en eau trouble, c'est une certitude. Ce cher sénateur. J'ai repéré aussi des numéros de comptes bancaires en France, en Suisse, à Bangkok et aux îles Caïmans. Cayman Bank of Investments. Intéressant ça. J'ai trouvé les identifiants et les mots de passe dans le petit carnet de Bobby. Incroyable qu'un vieux requin comme lui n'ait pas mieux protégé ses données. Mais personne n'est parfait, surtout à 90 ans. Je me rends sur les interfaces de gestion en ligne. J'entre comme dans du beurre. Les comptes défilent devant mes yeux ahuris et je trouve 4 millions de dollars planqués aux îles Caïmans. D'où peut venir tout cet argent? Mon ancien boulot de conseiller fiscal m'a laissé de bons réflexes et je passe une partie de la nuit à éplucher les comptes de la société. Je sais qu'on peut camoufler pas mal de choses dans une comptabilité de grosse boîte, mais je n'ai pas l'impression que tout ce fric puisse provenir d'un quelconque blanchiment, surtout après les contrôles financiers qu'Éric Bonduel a subis récemment. 2 heures du matin. J'ai les yeux comme ceux d'un lapin albinos. J'ouvre un nouveau dossier protégé, enfoui profondément dans l'arborescence. Il porte un nom innocent, Angels, ange en anglais. Il contient un dossier et un simple fichier Excel, protégé lui-même par un second mot de passe que je pêche encore dans le carnet de Bobby. Je flaire la grosse arnaque.
Chaque ligne de la feuille Excel est structurée en 8 ou 10 colonnes. Des noms de clients, semble-t-il, français et étrangers, avec leurs adresses et numéros de téléphone, des dates de transaction, dont les premiers remontent à des années où Bobby Bonduel dirigeait AB Transport, des prénoms presque toujours d'origine étrangère associés à des âges, 2, 3, 5 ans, et à des villes des 5 continents, Amérique latine, Europe, Asie, Afrique. Au bout de chaque ligne, une somme en dollars, 15, 25, 35 000 dollars. Je ne peux pas croire ce que j'ai devant les yeux. Je clique sur le sous-dossier qui révèle des fichiers d'images portant chacune une référence facile à rapprocher des noms de la liste. J'ouvre plusieurs fichiers. Ce sont des portraits d'enfants, quelques bébés même. Asie, Amérique du Sud. Les origines ethniques sont faciles à deviner. Un trafic d'enfants. Il y a plus de 90 lignes dans le tableau et autant d'images. J'ai mûrement réfléchi la nuit dernière. Stimulé par une sorte d'hyperlucidité, comme cela arrive parfois dans un demi-sommeil, je me suis décidé sur la suite logique à donner aux événements. La conclusion de ma cogitation s'est imposée à moi comme une évidence. Aujourd'hui, les choses sont très claires, et je sais ce que je suis venu faire à Autrive. Je vais les tuer tous les trois, éradiquer ces nuisibles. Peut-être ne portent-ils pas tous le même degré de culpabilité, peut-être que Bobby est le plus pourri des trois. Mais au fond, cela n'a pas beaucoup d'importance. Je ne veux pas faire de différence, la sentence sera la même pour chacun d'eux. Aucun d'eux ne manquera à personne lorsqu'ils auront quitté ce monde. La bande des Cheyennes doit payer ses dettes, facture globale, et je vais m'en charger. Ma vision de la normalité s'est déformée après ce que j'ai trouvé dans l'ordinateur de Bobby. Je me suis toujours demandé ce qui pouvait pousser un meurtrier en puissance à passer à l'acte. Quel déclic enclenchait le processus. Quelle sécurité finissait par sauter et court-circuiter les neurones au point qu'un type, somme toute dépourvu de pulsions assassines, se mette à envisager comme une option raisonnable d'éliminer froidement l'un de ses semblables. Eh bien, aujourd'hui, je sais quel cocktail produit cet effet. Le dosage est subtil. Beaucoup d'esprit de vengeance, une part généreuse de bonne conscience alimentée par la certitude de rendre un immense service à l'humanité, et un zeste de défiance envers la société et sa capacité à se protéger de la vermine. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, et je sais qu'ensuite je devrais vivre avec ce poids sur la conscience, car je n'ai pas l'intention de me laisser prendre. Des vieux qui meurent dans une maison de retraite, quoi de plus naturel? Jamais de questions, jamais d'autopsie, des permis d'inhumer accordés par les médecins sans jamais plus de formalités. Avez-vous déjà pensé que le meilleur endroit pour assassiner quelqu'un sans risque était une maison de retraite? J'ai terminé ma nuit les yeux grands ouverts, à vivre par anticipation les 3 assassinats que je me suis résolu à commettre. Tout s'est emboîté proprement, comme dans un puzzle. J'ai pensé à chaque détail, à chaque mode opératoire. Simon, ce sera facile. Armand, je l'étoufferai avec un oreiller, puis je déréglerai son alimentation en oxygène, histoire de fournir une explication simple à sa mort. Pour Bobby, je n'ai pas encore tout à fait décidé. Ce sera plus difficile, mais ce sera aussi mon meurtre le plus abouti, et je veux avoir une discussion avec lui avant de le liquider. Je me suis levé frais et dispos, heureux d'avoir pris cette décision irrévocable. J'ai pris ma douche et je me suis rasé de près. Je veux être un bourreau digne et propre. J'ai repéré les caméras de surveillance de la maison. J'avais bien vu l'écran de contrôle dans le bureau de Myriam le jour où elle m'a accueilli dans son bureau. Il est découpé en 6, un par secteur. Hier,
j'ai fait un repérage minutieux des emplacements des caméras, ainsi que de leur direction. J'en ai relevé 4 à chaque niveau, c'est le même dispositif au premier et au second étage. 3 objectifs sont braqués sur l'enfilade des couloirs et la sortie de l'ascenseur, et un quatrième, placé dans un angle de chaque salle de vie, offre un angle de vue très large sur ce qu'il s'y passe. Logique, il s'agit de repérer une chute accidentelle, pas de pister d'éventuels intrus. Aussi, la belle Myriam a-t-elle réalisé des économies en n'installant pas de système de surveillance sur les paliers ni dans les escaliers, pratiquement jamais utilisés par les résidents. De toute façon, je pense que personne ne surveille sérieusement cet écran, mais des enregistrements sont certainement stockés quelque part. Un peu plus tôt, juste après le dîner, j'ai dissimulé sur moi un petit parapluie pliable et je suis descendu au premier par l'ascenseur. Je suis aussitôt remonté par l'escalier, là où aucun objectif ne veille, et je me suis approché de la caméra qui surveille l'enfilade des chambres, dont celle de Simon et la mienne. Je suis arrivé par derrière, hors champ, j'ai déplié le manche de mon parapluie pour disposer d'un outil d'une longueur suffisante, et j'ai décalé de quelques degrés l'axe de l'objectif vers le plafond. Puis je suis redescendu par l'escalier, toujours à l'abri du regard de la caméra, pour récupérer Founette. Elle était déjà installée pour la nuit dans son panier sous les marches de l'escalier. Lorsqu'elle m'a vu, elle s'est frottée contre mes jambes et n'a pas protesté lorsque je l'ai prise dans mes bras pour l'emporter dans ma chambre. Je suis remonté à mon étage par le même chemin, toujours en évitant l'ascenseur, Founette dans les bras, ravi que quelqu'un s'occupe encore d'elle à cette heure tardive. Je l'ai posée sur la couverture douillette de mon lit. Elle était tendue sur le flanc, le bout de la queue battant discrètement la mesure d'une musique de chat qu'elle seule peut entendre. Ses yeux jaunes sont à demi fermés de bonne heure. Elle ronronne comme un petit moteur bien réglé pendant que je passe une brosse douce sur sa fourrure tricolore. Elle adore cette caresse, et ses poils s'accumulent sur ceux de la brosse. Lorsqu'il y en a suffisamment, je dégage un tapon laineux du bout des doigts, et je le glisse dans un sachet en papier. Je donne une dernière caresse à la chatte, et j'attends l'heure où tout l'étage dormira du sommeil du juste. La nuit, seuls 2 aides-soignants, un homme et une femme, veillent sur les 3 niveaux. En descendant récupérer le chat tout à l'heure, j'ai entendu un bref gloussement d'excitation qui m'a fait penser que ces deux-là ne doivent pas s'ennuyer lorsque la maison est endormie. Par précaution, j'ai revêtu une blouse blanche comme en portent les personnels de nuit, pour le cas où Simon se réveillerait sans que je puisse terminer mon travail. À moitié endormi, il ne me reconnaîtra pas. Simon dort sur le dos, la bouche béante. Il ronfle. Sa porte est entr'ouverte, comme toutes les portes de l'étage, la nuit. J'entre dans sa chambre sans difficulté. J'ai la chatte avec moi et je la pose sur le sol où elle atterrit avec un petit bruit feutré. Je la laisserai dans la pièce en partant. Toute contente, Founette part en exploration, très à l'aise dans l'obscurité presque complète. Seule une petite veilleuse diffuse une faible lumière depuis la salle de bain dont la porte est restée ouverte. Je m'approche du lit et je mets hors de portée le cordon d'appel accroché au barreau de sécurité. Je sors de la poche de ma blouse le sachet de poêle pilé. Je n'ai plus qu'à le répandre sur la couverture de Simon, juste sous son nez. Œdème de coinque assuré. J'ai un instant la tentation de verser le reste dans sa bouche grande ouverte, mais je ne veux prendre aucun risque. Je le regarde dormir. Dans moins de 5 minutes, il s'éveillera en sursaut, à moitié étouffé par le gonflement rapide de ses muqueuses et la congestion de son système respiratoire. Je lui expliquerai pourquoi il va mourir, je lui rappellerai les Cheyennes, la jeune Madeleine, tandis qu'il cherchera désespérément la sonnette d'appel à l'aide, et je le laisserai crever. Sa poitrine se lève et s'abaisse au rythme de sa respiration.
Je l'observe dans l'obscurité. Les minutes s'écoulent. Sachet de poils laitos en main, je sens fléchir ma résolution. Je ne peux pas faire un truc pareil. Je ressors de la chambre, écœuré par ma lâcheté. J'ai toujours le sachet dans ma poche. C'est Founette qui tranchera. Je referme la porte doucement. La chatte est restée dans la chambre. Ce matin, je prolonge un peu mon petit déjeuner. Je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit et je peine à me motiver pour aller aux nouvelles. Une demi-heure après que j'ai quitté la chambre de Simon, j'ai perçu une agitation inhabituelle dans le couloir, chuchotements affolés, bruit de course précipité, puis retour au silence. J'ai fini par me décider. Je me rase, fais une toilette rapide, et j'enfile un pantalon et une chemise, puis je descends par l'escalier jusqu'au premier. Comme je l'espérais, Raymonde est déjà dans la salle, Nicole à ses côtés. Elles tirent toutes les deux des mines de déterré. « Ah, bonjour Charles. Vous connaissez la nouvelle ?»« Non, quelle nouvelle ?» J'essaie de prendre un air innocent, mais j'ai l'impression que le mot assassin est gravé sur mon front. Monsieur Lefiel, figurez-vous qu'il a failli y passer cette nuit. À cause du chat, vous imaginez ? En même temps, c'est Founette qui l'a sauvé. Failli, c'est donc qu'il s'en est sorti. Une part de moi est soulagée, tandis que l'autre a envie de hurler de frustration. Comment ça, à cause du chat ? Faucheton que je suis. La chatte est entrée dans sa chambre, on ne sait pas comment, et la porte s'est refermée derrière elle. Elle s'est mise à gratter comme une folle pour sortir, et la surveillante de nuit l'a entendue. Elle a trouvé Lefiel au bord de l'asphyxie, il est allergique aux poils de chat, vous le saviez ? Non, je l'ignorais. Sale truc, dites donc, il y en a partout des chats. Il est à l'hôpital, mais il paraît qu'il est dans un état critique. Ben ça alors. Et la chatte, il faut faire quelque chose avec cette chatte. C'est fait. Ce matin, la secrétaire l'a confiée à la SPA. Pauvre Founette, elle me manquera. Je compatis, puis je tente de dédramatiser. Je sais que Raymonde préfère les attitudes positives. Je disserte de façon détachée sur les chats, les allergies aux crevettes, aux céleris rémoulades, aux kiwis, aux cacahuètes, et, je plaisante, l'intolérance aux impôts. Mais je trouve qu'elle m'écoute avec un drôle d'air. J'ai l'impression désagréable qu'elle a flairé le coup fourré. Le lendemain, je retrouve Raymonde. Elle est de mauvais poil parce que la bibliothèque mobile de la ville n'est pas passée. C'est elle qui fournit Raymonde en bouquins et elle dévore. Son stock épuisé, elle ronchonne, désœuvrée. Vous savez, des bouquins, je peux vous en prêter, Raymonde. Ça me fera plaisir. Vous feriez cela pour moi, Charles, c'est gentil. Bien sûr. Qu'aimez-vous lire ? Aventure, polar, grands auteurs, romans d'amour ? Bon, de ce côté-là, j'ai peur d'être un peu démuni. Moi, ce que j'aime, c'est les livres historiques. Ah, Moyen-Âge, Antiquité, siècle d'or. Avez-vous lu Azteca de Gary Jennings ? La conquête du Mexique par les conquistadors vue du côté de l'opprimé. Un ouvrage passionnant. Oui, je l'ai lu, mais mon truc, c'est plutôt les guerres du XXe siècle, la seconde en particulier. C'est plus contemporain, vous comprenez ? Regardez, la période de la Libération, ça nous parle fort, je trouve. Elle me scrute en disant cela. Je la vois venir, cette vieille mule est en train de me manipuler. Je me referme. Je ne crois pas avoir ce genre de bouquin en rayon, Raymonde, désolé. Elle voit qu'elle m'a agacé, et je suis sûr qu'elle sait pourquoi. Vous savez, Charles, je vous aime bien. Vous êtes mon ami maintenant. Je ne sais pas comment vous en parler, mais je crois que vous devriez terminer de faire le deuil de votre sœur. Ça vous éviterait d'autres problèmes et de faire des conneries. Cette fois, elle dépasse les bornes. Je le prends mal. Si vous ne savez pas, mieux vaut éviter le sujet, Raymonde. Je me lève et je la quitte un peu sèchement. Puis, je comprends que c'est pour moi qu'elle a dit cela. Je reviens m'excuser. Elle aussi a compris. Elle me dit qu'elle ne me sent pas très clair.
qu'elle ne veut pas savoir ce que je fais, mais qu'elle s'inquiète pour moi. Finalement, le fiel n'a pas survécu. Des complications dues au manque d'oxygène prolongé, les secours sont arrivés trop tard cette nuit-là. Founette avait bien fait son boulot. Je suis surpris que la nouvelle ne me réjouisse pas davantage. Je ne suis pas le tueur endurci que je croyais être devenu. La tentative, partiellement ratée sur Simon, a d'ailleurs modifié mes projets, et j'ai finalement décidé d'épargner Armand à moitié gâteux et qui sera bientôt mort de toute façon. Quel intérêt de le tuer dans cet état? Il ne comprendra même pas pourquoi il meurt. Mais Bobby, c'est autre chose. J'ai patienté une semaine de plus, et cette fois, je suis fin prêt. J'ai planqué dans mon coin bibliothèque plusieurs soirs de suite pour repérer à quelle heure son infirmière personnelle quitte son poste. Elle est réglée comme une horloge suisse. À 20 heures précises, elle sort de la chambre de Bobby en laissant les 2 battants du sas entr'ouverts, comme le sont toutes les portes du couloir, afin que l'équipe de nuit puisse faire sa ronde de sécurité. La nuit, Bobby est seul, comme tous les autres pensionnaires, pas question de jouer avec les règles. Elle ne revient que le matin à 7h30 précise pour servir le petit déjeuner, lever Bobby et attaquer sa toilette. Je n'aurais même pas besoin d'utiliser ma carte clé pour tromper la serrure numérique. J'ai aussi surveillé le comportement des 2 tourtereaux qui s'envoient en l'air dans la lingerie du rez-de-chaussée passé la 2e ronde vers minuit et quart. La jeunette, une blondinette, doit compter 23 ou 25 printemps, et lui, un robuste black 10 ans plus âgé, ne lâchera probablement pas ce travail de nuit avant longtemps qui lui permet une double vie sexuelle. Là encore, c'est réglé comme du papier à musique, la chanson est toujours la même, et dans le silence épais de la maison endormie, on entend les gémissements extasiés de la petite depuis le premier étage. De quoi bercer de beaux rêves les papys insomniaques. C'est pour ce soir. L'équipe de nuit vient de terminer sa seconde ronde, tout est calme, dormez bonnes gens. J'attends que la partie de jambes en l'air commence au rez-de-chaussée et je sors de ma chambre. En bas, le festival n'a pas encore démarré, mais ça va pas tarder. Les préliminaires sont souvent un peu longs, ils ont raison, ils ont toute la nuit pour eux. J'enfile le couloir de Bobby. Je ne risque rien avec les caméras des couloirs de l'étage, je les ai déréglées toutes les 2 après le dîner, lorsqu'il n'y avait plus personne dans le bureau de la direction. Demain, lorsque quelqu'un s'en apercevra, il sera trop tard. Les portes de Robert Bonduel sont entr'ouvertes, je me faufile, et je ferme la seconde derrière moi. Le léger cliquetis de la serrure ne réveille pas le dormeur. Il est minuit 20. Je m'approche du lit et je savoure ma haine quelques instants. Puis, je le secoue sans ménagement par l'épaule. La décharge d'adrénaline le réveille illico, mais il met quelque temps à se caler. J'allume la lampe au-dessus du lit et il prend la lumière en pleine poire. Ça n'aide pas. Il suffoque pratiquement et bafouille, balbutie, peine à déglutir. Je n'ai aucune pitié. Il n'a pas pris tellement de précautions non plus lorsqu'il a violé Madeleine. Il hoquette. Son dentier est sur la table de nuit et j'ai du mal à comprendre ce qu'il dit. Va falloir arranger ça si je veux ma petite conversation. J'attrape le piano et je lui colle dans la bouche. L'appareil s'emboîte et trouve sa place comme une pièce de Lego. Il me dévisage, fou de colère. Il ne devait pas être commode, le Bobby. Il ne me reconnaît pas, il ne comprend pas. Mais il n'a pas encore peur. Pas assez bien réveillé pour ça, je suppose. Vous êtes qui, bordel de Dieu? Vous êtes dingue ou quoi? Chut, je fais en posant mon index en travers de sa bouche. Ça sert à rien de gueuler, Bobby. Personne ne t'entend. On va discuter un peu tous les 2. D'abord, on va s'asseoir sur une chaise. Ça ne se fait pas de recevoir un vieil ami au lit. J'attrape le fauteuil roulant et je le rapproche, serre le frein. Je vire ses couvertures, le redresse manu militari et lui mets les jambes hors du lit. Puis je le soulève par-dessous les bras et je le transfère d'un coup dans le fauteuil.
Il est léger comme une plume. Il pue un peu, il a dû se faire dessus, dans sa protection de nuit. La manipulation a sans doute été un peu brutale, mais je me dis qu'il a manqué de tact aussi avec Madeleine. Je roule sa chaise jusqu'à sa table de travail et j'allume sa lampe de bureau. Voilà, on n'est pas mieux comme ça? Il a récupéré un peu de sang-froid, mais il est mort d'inquiétude. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Comment êtes-vous entré ici? Ça fait beaucoup de questions, Bobby. Tu reconnais cette jeune fille? Tu reconnais ton travail, non? Il regarde la photo de Madeleine rasée que je viens de poser sur le plateau du secrétaire. Je vois qu'il commence à situer la source de ses problèmes. Ses yeux passent de la photo à moi, plusieurs fois, très vite, puis il voit le téléphone. Il tend la main pour l'attraper, mais j'éloigne sa chaise du pied. Vaut mieux qu'on reste tous les deux pour régler nos affaires, tu crois pas? Ce serait dommage que ça circule trop, tes petites affaires de trafic d'enfants par exemple. Je tapote le couvercle de l'ordinateur. Ce coup-ci, je vois la trouille arriver au fond de son regard. Alors, je pose sur la table le dernier Cheyenne et une autre photo de Madeleine, jeune et pleine de vie. Puis, j'ajoute la petite chaînette avec sa copie de plaque d'identité militaire. Il se liquéfie. Il pue de plus en plus, trahi par son incontinence. Bobby le Cheyenne, je vais te raconter une drôle d'histoire. Elle s'appelait Madeleine, c'était ma grande sœur, et j'avais à peine 3 ans quand tu l'as tondue et violée. Un enfant est né de ce viol. Ne nie pas, j'ai fait des tests ADN. Il n'a vécu que quelques jours. Elle n'a plus jamais reparlé après ça, et 10 ans plus tard, elle s'est pendue dans la grange où tu as détruit sa vie. Robert est livide. Il commence à pleurnicher, il me dit qu'il regrette, il bafouille. Je comprends rien à ce qu'il dit. Pourtant, il a ses dents à présent. Devant l'évidence, il avoue tout. Il reconnaît avoir perdu la chaînette dans la grange alors que Madeleine se débattait. Je savais que je l'avais perdue là. Elle a dû la récupérer plus tard dans la poussière. J'ai eu peur longtemps, mais depuis, je pensais être tranquille. Cette chaînette n'est jamais revenue m'accuser. Il confirme les noms des autres. Ils étaient 5 au moment du viol. Il me révèle que mon père a porté plainte auprès de la milice à l'époque, mais on lui a rétorqué qu'il n'y avait jamais de fumée sans feu et qu'on ne pouvait soupçonner le fils d'un grand résistant d'avoir commis une telle abomination. Les flics ont écrasé l'affaire et votre père a fait le dos rond. Il a un ricanement de mépris lorsqu'il évoque la faiblesse de mon père. C'est plus fort que lui, même menacé, acculé, il ne peut empêcher son arrogance de lui sortir par les trous de nez. Il reprend l'offensive. Espèce de pourriture, je savais que ça allait recommencer lorsque nous avons reçu vos Cheyennes. J'ai toujours pensé à une vengeance quand les 2 premiers sont morts. Souleyé et Balthazar, c'est vous qui les avez tués. L'accident de chasse, la chute du toit, vous étiez bien jeune alors. Et le coup du chat, Simon, c'est vous encore? Votre nom, Herman, il me disait quelque chose aussi. Le même nom que cette petite pute, fille de Collabo. Je me retiens de le gifler. Mais il ne perd rien pour attendre, il a eu raison d'attiser ma haine. J'attrape une espèce d'écharpe qui pend sur un dossier de chaise, et je lui colle les bras contre le corps en faisant un nœud serré. Puis je passe une main entre ses jambes pour attraper le harnais de sa ceinture de contention, et je la boucle bien serrée. Il recommence à gueuler, et il y met du cœur à présent qu'il est tout à fait réveillé. J'étouffe ses braillantes en lui enfournant un mouchoir dans la bouche, bien profond. Le carré de tissu est dégueulasse, mais ce sont ses propres microbes, pas grave. On va faire une petite balade, Bobby. Tu vas voir, tu vas aimer. Je referme les lumières, récupère mes pièces à conviction, puis je passe un coup de chiffon sur tout ce que j'ai touché depuis que je suis entré dans la chambre. On passe le sas, et je laisse les 2 portes ouvertes derrière nous. On file vers le palier au bout du couloir. En passant sous les caméras, je lève les yeux. Impec, rien n'a bougé. Très décontracté, dans mon uniforme d'aide-soignant d'un blanc immaculé, je pousse la chaise roulante dans les couloirs déserts à cette heure de la nuit. Sur le sol carrelé, les semelles caoutchoutées de mes sabots ne font aucun bruit. J'arrive sur le palier et j'entends nettement la petite aide-soignante blonde hurler de rire 2 étages plus bas. Elle va pas être déçue en mettant sa petite culotte.
Le vieillard crève de trouille. Le mouchoir étouffe ses misérables gémissements, pourvu qu'il ne s'étouffe pas avant sa descente olympique. J'arrive en face de l'escalier. Le vieux comprend ce qu'il va se passer, il s'agite encore plus. Il roule des yeux de merlan tout juste sortis de l'eau, on dirait qu'ils vont lui sortir de la tête. Il essaye de crier à travers le bâillon roulé en boule entre les mâchoires mal ajustées de son dentier, mais sa tentative est pitoyable. Je le place bien face à la pente, comme un skieur de saut. Sauf qu'en bas, il n'y aura pas de tremplin pour le propulser majestueusement dans les airs. Ce sera le crash terrible, patatras, badaboum. Je lui glisse un dernier mot à l'oreille, pute de vieux, et je le balance dans l'escalier d'une vigoureuse poussée, entravé à sa chaise par sa ceinture de contention. Allez, touchous. Le fauteuil commence sa descente, bizarrement sans trop de heurts. Je me dis que mon scénario est mal parti, mais après 5 ou 6 marches survolées presque gracieusement, les roues avant se bloquent et c'est la cascade du siècle. Ça fait un drôle de bruit en arrivant sur le premier palier. On dirait un tintement de casserole qui s'entrechoque et en même temps le bruit sourd d'un sac de pommes de terre qui s'écroule avec un méchant craquement de bois mort en point d'orgue. Une roue du fauteuil continue de tourner comme celle de la loterie de la chance. Il a gagné le gros lot, ce vieux fumier. Je me repais un instant du spectacle. Le corps du vieillard s'est disloqué en arrivant cul par-dessus tête, empêtré dans son harnais de sécurité breveté NF. Sa tête ressemble à une pastèque éclatée au milieu d'un coulis de fraises. Je suis choqué par le carnage que je viens de provoquer et par l'horreur du spectacle. Et en même temps, j'ai envie de me marrer. Les nerfs, sans doute. Mais je n'ai pas trop le temps de profiter de la scène. Je descends récupérer l'écharpe et le mouchoir baveux que j'arrache de sa bouche. Je repars par où je suis venu, alors que j'entends les 2 chauds lapins se précipiter, alertés par le vacarme de la cascade. Capitaine Julie Templard. Ce sont les pompiers qui nous ont appelés au milieu de la nuit. Il était 1h du matin. L'adjudant Morel pousse la porte de mon bureau et brise ma somnolence. Capitaine, on vient de nous signaler un mort au lys blanc à Haute-Rive. Je le regarde comme s'il tombait de la lune. Un mort dans une maison de retraite, pas vraiment étonnant. Il s'explique. Là, c'est différent, mort violente. La victime est attachée sur son fauteuil roulant et a dévalé l'escalier en pleine nuit. Je comprends que le médecin des pompiers n'ait pas voulu signer le permis d'inhumer sans nous appeler au préalable. On débarque, nous sommes 3, le brigadier Ardetti, l'adjudant Morel et moi. Sur place, c'est le bordel. On fait le constat, puis on fait recouvrir le cadavre encore lié à sa chaise roulante avec un grand drap blanc. Les résidents ne sont pas levés et l'équipe de nuit n'a pas encore été remplacée, mais inutile de laisser à la vue un spectacle aussi traumatisant. La tache rouge sur le mur, là où le crâne de la victime a éclaté, confère au décor une image de violence qui révulserait le flic le plus endurci. Nous ne sommes pas trop habitués ici, ça n'est pas Chicago. Bien évidemment, c'est hors de question de classer l'affaire comme un accident. Une chute pareille en pleine nuit, c'est peu commun. Ou alors, peut-être un moment de somnambulisme, fréquent chez les personnes âgées. Ou bien un suicide. Mais qui se suiciderait de cette façon ? Le résultat est pour le moins incertain, et puis ça demanderait une sacrée force de caractère. En plus des pompiers, on a trouvé plusieurs personnes rassemblées au pied de l'escalier dans le hall du rez-de-chaussée. La directrice de l'établissement, une belle brune. On dirait qu'elle vient de prendre 10 ans, très tirée, pâle. Jusque-là, elle a fait de son mieux pour conserver un semblant de sang-froid, mais passé le premier choc, elle est sur le point de craquer, renversée par l'horreur de la situation. Peut-être aussi qu'elle commence seulement à mesurer les conséquences du drame pour sa boîte et pour elle. Il y a aussi une infirmière paniquée qui s'est présentée comme l'infirmière particulière de la victime et 2 aides-soignants aussi pâles que le mort, un beau black bien balancé et une petite blonde. Ils ont l'air hyper inquiets eux aussi, plus inquiets que compatissants. Pas très clair. On verra plus tard aux interrogatoires. Tout se déclenche en chaîne. Devant l'entrée de l'établissement, des lames de lumière percent brutalement l'épaisseur des portes vitrées. Phares blancs et lumière bleue clignotante ajoutent à la scène des effets théâtraux. Les tics viennent de débarquer, ils sont déjà dans leurs vêtements de protection blancs,
Charlotte et protège chaussures, valisette de matériel scientifique en main. Pendant qu'il pose un ruban jaune en haut et au bas de l'escalier pour circonscrire la scène de crime, j'appelle le procureur. Je lui raconte brièvement ce que nous avons déjà constaté et je lui propose de le rappeler dans 2 heures lorsque j'aurai un peu mieux qualifié la situation. J'interdis à tous ceux qui sont là de quitter les lieux et je m'isole avec la directrice dans un bureau vitré près de l'entrée, probablement dédié à l'accueil des visiteurs. Je l'invite à s'asseoir et je tire une chaise en face d'elle. J'ai mon petit carnet de notes et un porte-mine en main. Je constate qu'elle reprend des couleurs. Je lui demande de décliner son nom et son identité, puis j'attaque par le début. Comment s'appelle la victime? Elle répond d'une voix un peu éraillée. Robert Bonduel, c'est le père du sénateur Bonduel. Et où est-il, le sénateur? Il est à Paris. C'est la première personne que j'ai appelée lorsque j'ai appris il a quitté le Sénat sur le champ pour venir auprès de son père. Ils avaient une séance de nuit, mais je ne sais pas quand il aura un vol. Qui était sur place quand vous êtes arrivé? Essayez de me raconter les événements dans l'ordre. Elle se concentre quelques secondes. C'est l'aide-soignant de nuit qui m'a prévenu, en même temps que les pompiers. J'habite à 12 kilomètres. Le temps d'arriver, les pompiers étaient déjà sur place. Leur médecin a constaté la mort, mais n'a pas voulu signer le permis d'inhumer et a préféré vous appeler. De mon côté, j'ai appelé le sénateur. Et ensuite? Ensuite, j'ai prévenu l'infirmière de M. Bonduel. Il a une infirmière privée qui s'occupe de lui tous les jours. Elle n'est pas là la nuit, donc? Non, la nuit, il ne peut pas se passer grand-chose, je veux dire en général. C'est l'équipe de nuit qui surveille tout le monde. Où est située la chambre de la victime? Au second, tout au bout d'un couloir. Ça vous paraît normal que l'équipe de nuit n'ait pas remarqué la sortie de M. Bonduel sur sa chaise? J'imagine qu'à cette heure, ça n'est pas très courant. Normal, non. Possible, oui. Ils ne sont que 2 à surveiller 2 étages et les chambres du rez-de-chaussée. Ils font des rondes en permanence, mais à 2, problème de budget, vous savez. La victime vivait dans votre établissement depuis longtemps? Oh oui, une quinzaine d'années peut-être. Je n'étais pas encore directrice. C'est le sénateur qui a installé son père ici, tout de suite après l'ouverture de l'établissement. C'est lui qui l'a construit, vous savez, un bienfaiteur, un homme extraordinaire. Je tique. Je connais Éric Bonduel, comme tout le monde dans le département, homme d'affaires et homme politique. Mais je suis toujours sur le qui-vive lorsqu'on me donne des infos que je ne demande pas. Quelque chose entre eux. Savez-vous si quelqu'un est monté dans la chambre de M. Bonduel après sa chute dans l'escalier? Non, personne. Elle a répondu vite, un peu trop. Je note de vérifier. Je vous remercie, madame la directrice, ce sera tout pour le moment. Elle sort et croise le brigadier Ardetti qui a collecté les premières conclusions des techniciens. On travaille ensemble depuis longtemps, j'apprécie ses compétences et sa gentillesse avec les victimes. Un officier doux et attentif aux autres. Pour le moment, les TIC n'ont découvert aucun indice suspect, Julie, mais ils trouvent bizarre que la victime ait encore les mains posées sur les accoudoirs du fauteuil. Le type aurait dû tendre les bras pour se protéger. C'est vrai ça. Tu as questionné les 2 aides-soignants? Oui, et les pompiers aussi. Ils vont nous faire leur rapport. Il me débriefe. D'après ce qu'il m'apprend, je comprends mieux pourquoi les 2 loustics avaient l'air si mal à l'aise. Ils baisaient au rez-de-chaussée lorsque l'accident s'est produit. Ils n'ont rien entendu, ni rien vu. Juste à la fin, le fracas de la chaise qui s'est écrasée avec son occupant. Paniqués, ils ont d'abord appelé les pompiers, puis la directrice, dans cet ordre. Ils semblent plus préoccupés par leur sort que par la mort de leur client. S'il vous plaît, est-ce que vous serez obligé de dire ce qu'on faisait? Ça va nous coûter notre place. Les pompiers disent que la directrice a lourdement insisté pour que leur médecin signe le permis d'inhumer sans nous appeler, pour éviter les vagues. Comme pub, ça craint, mais le toubib, un gars très bien, n'a pas cédé. J'interroge l'infirmière particulière. Elle est bouleversée et ne comprend absolument pas comment Robert a pu se lever seul en pleine nuit et passer sans aide de son lit à sa chaise roulante pour aller se lancer dans l'escalier. Il n'est pas totalement impotent et, d'après elle, il aurait eu les ressources physiques de le faire, mais en produisant un effort énorme. Dépressif? Certainement pas. Suicidaire? Il n'était pas homme à se suicider, une grande force de caractère, vous savez.
Décidément, l'admiration pour la famille Bonduel semble sans limite dans son entourage proche. Les tiques ont vite terminé leur travail et le corps a été emporté à la morgue pour autopsie. Mais rien n'est clair dans tout ce que je viens d'apprendre. Pour moi, le meurtre n'est pas à écarter. Je vais mettre la chambre de la victime sous scellé, on fera une perquisition dans la matinée et on verra ce que donnent les résultats de l'autopsie.